La créature qui dort en ce moment à côté de toi, ou qui est allongée sur son tapis dans la pièce voisine, possède un odorat des dizaines de milliers de fois plus puissant que celui de l'homme. Selon certaines estimations des scientifiques, jusqu'à 100 000 fois plus sensible. Et dans certaines tâches de détection de substances précises, l'écart atteint des millions de fois. L'homme possède environ 6 millions de récepteurs olfactifs dans le nez. Le chien, selon la race, peut en compter jusqu'à 300 millions. Et la partie du cerveau chargée de traiter les odeurs y est proportionnellement bien plus développée que chez nous, alors même que le cerveau du chien dans son ensemble est plus petit que le cerveau humain. La truffe humide du chien n'est pas seulement un détail attendrissant pour les photos. L'humidité présente à sa surface capte physiquement les molécules odorantes présentes dans l'air et les retient assez longtemps pour que les récepteurs aient le temps de les analyser, tandis que la structure interne, complexe et plissée, des voies nasales sépare l'air inspiré en deux flux indépendants. L'un va directement vers les poumons pour la respiration, l'autre vers une chambre olfactive spécialisée qui fonctionne en parallèle et sans interruption, même lorsque le chien expire. C'est justement pour cela que le chien peut sentir l'air en continu, sans interrompre ce processus pour inspirer et expirer comme l'homme est obligé de le faire. Plus encore, l'empreinte de la truffe d'un chien est aussi unique que l'empreinte digitale chez l'homme. Le motif des plis et des sillons sur la truffe ne se répète chez aucun autre chien sur la planète et dans certains pays, il existe déjà des systèmes d'identification des animaux de compagnie basés précisément sur ce critère à la place du puçage. Mais tout cela n'est que la porte d'entrée d'une histoire consacrée à un animal dont le nez est conçu de façon si complexe qu'il est capable de capter des choses qui semblent presque impossibles. Des maladies à l'intérieur du corps humain, des émotions quelques secondes avant qu'elles ne se manifestent extérieurement, et même l'écoulement du temps lui-même. Voici où cette histoire nous mène ensuite. En plus de son système olfactif principal, le chien possède un second organe sensoriel distinct, caché dans le palais, l'organe voméronasal, également appelé organe de Jacobson. Il ne capte pas les odeurs ordinaires au sens habituel du terme. Il détecte les phéromones, des signaux chimiques que d'autres animaux, et semble-t-il en partie les humains aussi, libèrent involontairement avec la sueur, la salive et d'autres liquides biologiques. C'est justement pour cette raison que le chien retrousse parfois étrangement sa lèvre supérieure et semble goûter l'air. Ce comportement particulier s'appelle la réaction de Flehmen, et il est directement lié au fonctionnement de ce second organe sensoriel caché. Mais l'application la plus stupéfiante du nez du chien ne relève plus du domaine des instincts, mais de celui de la médecine. Des chiens spécialement entraînés sont capables de détecter avec une grande précision, dans le souffle ou la sueur d'une personne, des composés organiques volatiles libérés lors de maladies cancéreuses, et ils y parviennent à des stades où les analyses de laboratoire standards ne présentent parfois encore aucune anomalie apparente. Lors d'essais cliniques, ces chiens ont démontré une précision de détection de certains types de cancers comparable à celle d'équipements de diagnostic spécialisés, et dans certains essais, elle s'est même révélée supérieure. Une catégorie distincte de chiens spécialement entraînés est capable de reconnaître, à l'odeur, une chute brutale du taux de sucre dans le sang chez les personnes diabétiques, avant même que la personne elle-même ne ressente les symptômes, et de prévenir son maître à l'avance en le poussant de la patte ou en aboyant. C'est une pratique documentée et activement utilisée dans certains pays et non une légende urbaine. Imagine un organe sensoriel capable de détecter des changements biochimiques à l'intérieur du corps humain avant même que l'homme lui-même ne puisse les constater. Et si le nez du chien est si sensible aux signaux biochimiques instantanés, il est logique de se demander, est-il capable de percevoir quelque chose de bien plus abstrait,
ce que nous avons l'habitude de considérer comme totalement étranger aux organes sensoriels? Pose-toi une question étrange à première vue. Un animal peut-il, au sens littéral, sentir le temps? La chercheuse en comportement canin Alexandra Horowitz a proposé dans ses travaux exactement cette interprétation de la façon dont le chien perçoit le monde à travers les odeurs. Les molécules odorantes laissées par tout objet ou être vivant s'évaporent avec le temps et se dispersent dans l'air à une vitesse déterminée et relativement prévisible. Cela signifie qu'une trace plus ancienne sent différemment d'une trace fraîche, non pas d'une odeur différente, mais avec une concentration différente et un rapport différent entre les composants de l'odeur d'origine. Un chien doté d'un nez aussi sensible est capable non seulement de détecter que quelqu'un est passé ici, mais aussi de déterminer avec une grande précision depuis combien de temps, en lisant littéralement la vitesse d'atténuation des molécules comme une sorte d'horloge. C'est l'une des raisons pour lesquelles les chiens parviennent, avec une précision stupéfiante, à accueillir leur maître pile à l'heure habituelle de son retour à la maison, même sans indice extérieur visible comme le bruit du moteur de la voiture ou des pas dans l'escalier. Il se base probablement sur la diminution progressive de la concentration de l'odeur du maître dans la pièce au fil de la journée, cette concentration servant en quelque sorte de sablier naturel. Plus encore, le chien est capable de percevoir des couches entières d'odeurs superposées dans le temps, qui est passé ici le matin, qui plus tard, qui tout récemment, en les lisant comme une sorte de carte chronologique des événements, inaccessible à aucun autre sens humain. Imagine un instant que ta chambre apparaisse, pour ton chien, non pas comme un simple ensemble statique d'objets, mais comme une carte de traces invisibles en perpétuelle évolution dans le temps, avec des horodatages intégrés directement dans l'intensité même de l'odeur. Mais l'odorat n'est qu'un des sens de cet animal, conçu de façon si peu conventionnelle par rapport au nôtre. Le deuxième sens, l'ouïe, fonctionne selon une logique tout aussi inhabituelle pour nous. Voici un fait qui apparaît rarement en dehors de la littérature spécialisée. Le chien entend des sons dans une plage de fréquence allant jusqu'à environ 45 000 Hz, et selon certaines données, sensiblement plus haut encore, alors que la limite supérieure d'audition d'un adulte humain ne dépasse généralement pas 20 000 Hz. Cela signifie que le chien est capable de percevoir des sons à haute fréquence qui, pour l'oreille humaine, n'existent tout simplement pas. Le couinement des rongeurs dans les murs de la maison, les signaux ultrasoniques de certains appareils électroniques, des sons dont nous ne soupçonnons même pas qu'ils se produisent constamment autour de nous. C'est précisément sur ce principe que reposent les fameux sifflets pour chiens, silencieux pour l'homme. Ils émettent un son strictement dans la plage de fréquence perçue par le chien, mais totalement inaccessible à l'oreille humaine. De plus, le chien ne dispose pas simplement d'une plage de fréquences auditives plus large. La mécanique même de son organe de l'ouïe est fondamentalement différente. Chaque oreille du chien est contrôlée par environ 18 muscles distincts, ce qui lui permet de tourner, d'incliner et de bouger chaque oreille de façon totalement indépendante l'une de l'autre, y compris simultanément dans des directions différentes. L'homme, dans la grande majorité des cas, est totalement incapable de remuer les oreilles, et les rares personnes qui en sont capables le font de façon extrêmement limitée et certainement pas au point de diriger les deux oreilles vers des directions différentes en même temps, tout en suivant deux sources sonores distinctes en parallèle. Cette mobilité indépendante des oreilles permet au chien de déterminer avec une précision extrême la direction exacte d'une source sonore en orientant littéralement chaque oreille séparément comme deux antennes satellites indépendantes se braquant simultanément sur des cibles différentes. Le chien est capable d'entendre l'approche de son maître, au son de ses pas et à sa démarche caractéristique, bien avant que cette personne ne se trouve dans son champ de vision ou d'odorat, simplement parce que l'onde sonore atteint son système auditif ultra précis bien plus tôt. Mais si le nez et les oreilles du chien sont réglés avec une telle finesse, qu'en est-il de la vue, ce sens que l'on considère généralement, chez l'homme, comme le principal canal de perception du monde? Voici ce qui contraste étonnamment avec la perception humaine. La vue du chien fonctionne selon un principe fondamentalement différent et dans certains aspects précis, elle est inférieure à celle de l'homme, tandis que dans d'autres, elle la dépasse nettement. Le chien ne possède que deux types de récepteurs colorés,
les cônes, dans la rétine de l'œil, alors que la plupart des humains en ont 3, ce qui signifie que le chien est physiquement incapable de distinguer le rouge et le vert comme le fait l'homme. Sa perception des couleurs se rapproche de ce que l'homme appellerait le daltonisme, un monde coloré principalement de nuances de bleu et de jaune, les tons intermédiaires se perdant dans une palette grisâtre-brunâtre. Mais là où le chien perd en perception des couleurs, il surpasse largement l'homme dans d'autres aspects tout aussi importants de la vision. La rétine de son œil contient beaucoup plus de cellules en bâtonnet, responsables de la perception de la lumière et du mouvement dans des conditions de faible luminosité, ce qui rend le chien nettement plus performant dans l'obscurité que l'homme. De plus, derrière la rétine du chien se trouve une couche spéciale de cellules réfléchissantes, appelée tapetum lucidum. C'est justement à cause d'elle que les yeux du chien brillent d'un vert ou d'un jaune caractéristique à la lumière des phares ou du flash d'un appareil photo dans le noir. Cette couche fonctionne comme un rétroviseur intégré pour la lumière entrée dans l'œil. Elle renvoie les rayons lumineux une seconde fois à travers la rétine, donnant au photorécepteur une seconde chance de capter les photons qui auraient pu être manqués la première fois. Grâce à cela, la vision nocturne du chien devient nettement plus sensible que celle de l'homme, au prix cependant d'une certaine perte de netteté de l'image. Le champ de vision de la plupart des races de chiens est également nettement plus large que celui de l'homme, jusqu'à 250 degrés à l'horizontale contre environ 180 degrés chez l'homme, selon la position plus ou moins latérale des yeux propre à chaque race. Le chien est littéralement capable de remarquer un mouvement presque derrière lui, sans même tourner la tête. Un héritage évolutif d'un animal dont les ancêtres sauvages étaient à la fois chasseurs et proies potentielles de prédateurs plus grands. Et voici la question qui se pose logiquement. Si les sens du chien sont réglés avec une telle finesse pour la chasse et la survie en pleine nature, comment cet animal s'est-il retrouvé à côté de l'homme, roulé en boule à ses pieds, au lieu de chasser quelque part dans la forêt? Un contraste qu'il vaut la peine de garder à l'esprit. Il y a encore quelques dizaines de milliers d'années, aucun chien n'existait en tant qu'espèce biologique distincte. Seuls existaient les loups. La date exacte et le scénario précis de la domestication demeurent encore aujourd'hui l'objet de débats scientifiques actifs, avec des estimations allant approximativement de 15 000 à 40 000 ans en arrière. Mais l'une des principales hypothèses scientifiques, l'hypothèse de l'autodomestication, suppose quelque chose de bien moins spectaculaire qu'un apprivoisement délibéré de bêtes sauvages par l'homme. Selon cette hypothèse, une partie des loups sauvages, dotés naturellement d'une peur moins prononcée envers les humains, ont commencé à s'approcher des campements des hommes préhistoriques pour accéder aux restes de nourriture laissés à proximité des habitations humaines. Ces loups moins craintifs bénéficiaient d'un avantage statistique dans l'accès à des calories supplémentaires, laissaient davantage de descendance et, à chaque génération suivante, la population de ces animaux vivant à la lisière des établissements humains devenait de plus en plus tolérante à la présence des hommes, sans qu'il y ait eu, à ce stade précoce du processus, de plan délibéré de domestication de la part de l'homme lui-même. Un processus similaire, quoique bien plus rapide et strictement contrôlé, a été reproduit indépendamment au XXe siècle lors de la célèbre expérience soviétique de domestication des renards argentés. Des scientifiques ont sélectionné sur de nombreuses générations uniquement les individus les plus calmes et les moins craintifs envers l'homme pour la reproduction. Et en quelques décennies seulement de sélection, des oreilles tombantes, des queues enroulées et un pelage tacheté ont commencé à apparaître spontanément dans la population de renards, alors même que les scientifiques ne sélectionnaient les animaux que sur un seul critère, le tempérament, et absolument pas l'apparence. Cela indique directement que les gènes responsables d'un tempérament calme et amical se sont retrouvés physiquement liés, dans l'organisme, à des gènes déterminant toute une série de caractères extérieurs, purement décoratifs,
oreilles tombantes, queue bouclée, pelage tacheté, que nous considérons aujourd'hui comme des traits typiquement canins. Cela signifie que le processus même de domestication a apparemment réécrit littéralement non seulement le comportement, mais aussi l'apparence physique de cet animal, comme effet secondaire d'une sélection portant sur un seul et unique critère, la docilité de caractère. Mais si l'apparence du chien a changé sous la pression d'une sélection favorisant la tolérance envers les humains, il est logique de supposer que les modes de communication de cet animal avec nous ont dû eux aussi évoluer directement. Et la science a trouvé une preuve physique littérale de cet ajustement évolutif précisément à la perception humaine. Voici un fait qui invite à reconsidérer ce fameux « regard de chiot » que tout le monde connaît. Les chiens possèdent un muscle facial distinct autour des yeux, qui n'existe physiquement pas chez leurs plus proches parents sauvages, les loups. Un muscle appelé levator anguli oculi medialis, responsable de la capacité à soulever le coin interne du sourcil. Ce muscle précis a été décrit en détail et documenté dans un article scientifique publié en 2019 dans l'une des revues scientifiques de référence, et sa présence ou son absence a été directement comparée entre chiens et loups par dissection anatomique et analyse comparative de la musculature faciale. Chez les loups, ce muscle est soit totalement absent, soit présent seulement sous une forme rudimentaire et peu développée, alors que chez les chiens, il est pleinement développé et activement utilisé dans les expressions faciales. L'activation précise de ce muscle agrandit visuellement les yeux du chien, donnant au regard cette expression suppliante, presque enfantine, que les humains interprètent instinctivement comme une manifestation de tristesse ou de supplication, et qui déclenche chez l'homme la même réponse neurobiologique de sollicitude que suscitent habituellement les yeux d'un nourrisson humain. Les scientifiques, auteurs de cette étude, relient directement l'apparition de ce muscle précis à des millénaires de sélection des chiens par l'homme. Les animaux capables de susciter chez les humains une réponse émotionnelle plus forte, grâce à l'expressivité de leur visage, recevaient statistiquement davantage d'attention, de soins et de ressources de la part de l'homme, augmentant ainsi leurs chances d'atteindre l'âge de la reproduction et de transmettre ce trait à leur descendance. Autrement dit, nous n'avons pas affaire à une coïncidence anatomique fortuite, mais à un muscle qui semble avoir évolué spécifiquement pour agir émotionnellement de façon plus efficace sur l'homme précisément et non sur d'autres chiens ou sur des loups. Aucun prédateur sauvage, y compris le loup, ne possède rien de comparable à un outil de communication faciale aussi développé et aussi spécialisé, destiné précisément à une autre espèce biologique. Et voici où cela nous mène ensuite. Si le chien a littéralement fait évoluer un muscle distinct pour établir un contact émotionnel avec l'homme, il vaut la peine d'observer ce qui se passe au niveau des hormones et du cerveau au moment précis où le chien et l'homme se regardent simplement dans les yeux. Voici ce qui se produit au niveau biochimique exactement au moment où un chien et son maître se regardent dans les yeux. Chez les deux participants à ce contact visuel, le taux d'ocytocine augmente, cette hormone que la science qualifie souvent d'hormone de l'attachement, la même qui augmente brusquement chez une mère et son nouveau-né lors de leur premier contact visuel après l'accouchement. Ce phénomène a été documenté dans une célèbre étude scientifique menée par des chercheurs japonais, publiée dans la revue Science en 2015. Les chiens et leurs propriétaires présentaient une augmentation synchrone et mutuellement renforcée du taux d'ocytocine, précisément lors d'un contact visuel prolongé et réciproque, formant une sorte de boucle hormonale fermée à rétroaction positive entre deux représentants d'espèces biologiques totalement différentes. Ce qui est particulièrement frappant, c'est qu'une boucle hormonale identique par contact visuel n'avait été documentée auparavant qu'entre des mères humaines et leurs nourrissons et était jusqu'à cette étude considérée comme un mécanisme de lien unique propre spécifiquement à la relation entre un parent humain et son enfant.
Les loups, qui ont participé à la partie témoin de cette même étude à des fins de comparaison, n'ont manifesté rien de tel lors d'un contact visuel avec les humains qui s'occupaient d'eux, même lorsque ces loups avaient été élevés par l'homme dès leur plus jeune âge dans des conditions aussi similaires que possible. Cela signifie que la capacité à former un tel lien hormonal par simple contact visuel avec un être humain n'est pas une propriété générale des canidés en tant que groupe taxonomique, mais un trait spécifique apparu récemment sur le plan évolutif, exclusivement chez le chien domestique, au cours de millénaires de vie commune aux côtés de l'homme. En somme, le chien est le seul animal connu de la science, en dehors de l'homme lui-même, capable de déclencher dans l'organisme humain ce même mécanisme hormonal d'attachement émotionnel que l'évolution a initialement créé pour le lien entre un parent et sa propre descendance. Et si le lien émotionnel entre le chien et l'homme est aussi profond au niveau hormonal et physiologique, il est logique de se demander jusqu'à quel point le chien est-il capable de comprendre l'homme sur le plan des tâches cognitives, non pas seulement des émotions, mais d'une intelligence concrète et mesurable. Voici un exemple qu'il vaut la peine de retenir dans son intégralité. Une Border Collie du nom de Chaser, qui appartenait au chercheur américain en psychologie animale John Pilley, pouvait, selon des données scientifiques documentées, reconnaître avec précision, à la fin de sa vie, les noms de plus de 1000 objets différents. Et pas seulement les reconnaître grâce à un signal sonore mémorisé par cœur pour chaque objet, mais distinguer sans erreur un jouet d'un autre à partir du nom prononcé à voix haute, parmi des centaines d'objets d'apparence semblable disposés simultanément dans une pièce. Plus encore, Chaser a démontré une capacité documentée de ce que l'on appelle le mappage rapide par exclusion. Si on lui prononçait un mot totalement inconnu dans une pièce contenant un seul objet qui lui était jusque-là inconnu, parmi des jouets déjà bien familiers, la chienne associait presque sans erreur le nouveau mot précisément au nouvel objet, jusque-là inconnu, par un raisonnement d'exclusion logique, exactement comme le font les jeunes enfants à un certain stade de l'apprentissage du langage humain. Un domaine distinct de la recherche scientifique montre que les chiens surpassent nettement même nos plus proches parents génétiques, les chimpanzés, dans une tâche cognitive très précise, la capacité à comprendre le geste humain consistant à pointer du doigt et à suivre sans erreur la direction indiquée à la recherche de nourriture cachée. C'est d'autant plus étonnant que, dans la plupart des autres indicateurs plus généraux d'intelligence abstraite et de résolution de problèmes physiques, les chimpanzés surpassent globalement les chiens avec une large avance. Cela signifie que l'intelligence du chien n'est ni universelle, ni uniformément répartie sur tous les paramètres à la fois. Elle est marquée et spécialisée précisément dans le domaine de l'interaction sociale directe avec l'homme, et non pas dans la résolution de casse-têtes abstraits, mécaniques ou spatiaux. L'évolution, associée à des millénaires de sélection commune, a façonné le chien comme un instrument hautement spécialisé de compréhension des intentions et des signaux communicatifs venant précisément de notre espèce. Un animal dont l'intelligence est en grande partie déterminée non par une vivacité d'esprit abstraite en elle-même, mais par la profondeur et la précision de son adaptation au comportement social humain. Mais aussi impressionnant que soit ce tableau d'intelligence, de liens émotionnels et de physiologie spécialement façonné par l'évolution, il possède aussi un revers, bien moins romantique, celui qui est directement lié au corps physique du chien et à sa capacité à assurer sa propre survie élémentaire. Voici donc le contraste final, assez inattendu de cette histoire. Malgré toute la complexité du cerveau, des boucles hormonales d'attachement et de la musculature faciale spécialement façonnée par l'évolution, le corps du chien est physiquement incapable de se refroidir comme le fait le corps humain. Le chien ne possède pas de véritables glandes sudoripares couvrant tout le corps comme chez nous. Il n'en a que sur les coussinets des pattes, et cela est physiquement insuffisant pour refroidir efficacement l'ensemble de l'organisme par forte chaleur.
À la place, le principal mécanisme de thermorégulation du chien est une respiration rapide et fréquente, le halètement, au cours de laquelle le chien peut effectuer jusqu'à 300 ou 400 inspirations-expirations par minute, refroidissant son corps grâce à l'évaporation de l'humidité à la surface de la langue et de la muqueuse buccale, et non par la peau. Cela signifie qu'un animal doté de l'un des nez les plus sensibles de la planète, capable de détecter la biochimie du cancer dans le souffle humain et de distinguer l'écoulement du temps à l'odeur, risque, par une journée chaude, de subir un coup de chaleur plus rapidement que l'homme se trouvant à ses côtés, si son maître ne pense pas à temps à lui procurer de l'ombre et de l'eau. Voici la question centrale qu'il vaut la peine de se poser après toute cette histoire. Un animal aussi finement ajusté sur le plan évolutif à l'homme, physiquement, émotionnellement, hormonalement, demeure pourtant, à bien des égards, prisonnier de sa propre physiologie ancienne, imparfaite, héritée de ses ancêtres sauvages, bien trop mal adaptée à une vie confortable dans un appartement avec chauffage central ou à une longue promenade sous la chaleur estivale. Il en résulte un paradoxe étrange. Plus une espèce s'est rapprochée sur le plan évolutif de l'homme dans sa capacité à nous comprendre et à susciter chez nous une réponse émotionnelle, plus elle est devenue dépendante de nos soins pour les questions les plus élémentaires, physiologiques, de sa propre survie. Voici donc ce qu'il serait vraiment intéressant de discuter. Où, selon vous, se situe la frontière entre le fait que nous avons domestiqué le chien pour nos propres besoins et le fait que le chien, en quelques millénaires, a en réalité domestiqué l'homme lui-même, nous obligeant à prendre soin de sa physiologie primitive, mal adaptée aux conditions modernes, en échange du lien émotionnel le plus étroit que deux espèces biologiques différentes soient jamais capables de former. Écrivez en commentaire ce que vous en pensez. Je suis vraiment curieux de savoir qui, au final, a domestiqué qui.